J'aimerais maintenant vous entendre sur ce que vous observez dans vos maisons. Donc, on pourrait peut-être commencer avec un premier tour de table. Puis ma première question, c'est, est-ce que vous pouvez nous partager un peu qu'est-ce que vous observez dans vos maisons par rapport à ce phénomène-là? Allô? Je vais commencer, mais je ne vais pas surprendre personne avec ce que je vais dire. Dans le fond, moi, c'est de l'Escale pour elle à Montréal. Ce qu'on observe du phénomène, surtout d'accusation, de menaces d'accusation d'aliénation parentale, c'est que c'est quelque chose qui est en augmentation. On a, je pense, le même ratio là, dans les 5 dernières années. Au moment de cette étude-là, on avait eu 11 dossiers où est-ce que les femmes avaient eu ces menaces-là, informelles, indirectes, là, mais quand même lourdes. Et dans la dernière année, qui était 2015, il y en avait eu 4. Depuis janvier de cette année à l'autre escale, qui est le service externe mère-enfant, on a eu 7-8 références de dossiers de femmes qui font des demandes et qui ont perdu la garde suite à des motifs comme quoi elles étaient aliénantes. Donc, il y a vraiment quelque chose en augmentation. Ça reste à différents degrés là, de gravité. Ça reste quand même marginal, mais c'est des dossiers qui nous demandent énormément d'énergie et j'imagine même pas pour les femmes et les enfants. Donc, ça va être latent, comme on a parlé, je pense que c'était Patrick qui parlait de ça, ce phénomène-là, mais il va avoir... ça va être beaucoup des reproches, des pressions que les femmes vont subir. Et on va leur reprocher un manque de collaboration, on va leur suggérer un désir de vengeance. Et ça va se faire avec des pressions, surtout à accepter. Il n'y a rien de nouveau là, de ce que je dis, mais les femmes vont accepter de signer des consentements qui vont comprendre des accès plutôt élargis pour le père. Donc, cette menace-là, elle est là pour tout le monde. Et oui, on parle dans nos maisons, mais il y a aussi au téléphone. Même, on reçoit des consultations d'SOS et des femmes qui sont très, très au courant que cette menace-là va peser sur elles si elles refusent une garde partagée. Donc, c'est arrivé que, peut-être pas 10 fois par année, là, mais les 2-3 fois que ça m'est arrivé, c'était assez particulier parce que la femme concluait l'appel en disant « OK, je vais rester chez moi, endurer un peu le temps que les enfants grandissent. Donc, voilà. Donc, je peux peut-être enchaîner. Je vais essayer de surpasser mon stress. Je ne me cacherai pas qu'en ce moment, c'est un défi pour moi d'être ici. Donc, je vais peut-être me réchauffer là, au courant des questions. Donc, dans le fond, le phénomène nous autres, qu'on observe plus dans notre maison qui est située à Gatineau, mais exactement, là, ça a été quand même nommé. Il n'y a rien que je peux vous dire qui est différent. Par contre, on voit beaucoup l'évolution quand on parle du changement de terme. Donc, on ne parle pas nécessairement noir sur blanc d'aliénation parentale, mais on utilise différents termes qui veulent dire la même chose. Nous, on sait que c'est vraiment le fond devient l'aliénation parentale. Fait que c'est beaucoup, beaucoup dans la défense, dans aller défaire, aller sensibiliser, aller informer qu'est-ce que ça prend comme ampleur, c'est quoi les conséquences. Fait que je dirais que c'est ça, là, pas mal le phénomène. C'est de trouver, OK, c'est quoi leur nouvelle stratégie qui est utilisée, mais qui revient toujours à la base, qui est l'aliénation parentale, là, la menace des femmes. Dans le fond, la menace que les femmes se font, dire si tu fais ci, ça devient des comportements qui pourraient être aliénants. Donc, ouais, je vais m'arrêter là. Nous, au niveau de la maison, ce qu'on peut constater, c'est peut-être à 2 niveaux, puis ça a été un peu nommé au cours de la journée. On constate une grande confusion, beaucoup de la part d'intervenants au niveau de savoir est-ce que c'est de la violence conjugale, est-ce que c'est un conflit sévère de séparation, est-ce que c'est l'aliénation parentale. C'est très confus et ça amène de la confusion chez la femme, ça amène de la confusion un peu partout et des conséquences aussi par la suite. Mais peut-être la chose qu'on remarque le plus, c'est au niveau du double standard. Les attentes différentes, vraiment face au père et face aux mères, c'est vraiment flagrant. L'aliénation parentale qu'on pourrait considérer du père sur la mère,
c'est pas pris en compte souvent, ou bien c'est interprété comme un père impliqué, un père protégeant, alors que l'aliénation parentale qui serait l'aliénation parentale qui serait mise de la mère sur le père, c'est souvent quand elle essaie de faire comprendre à son enfant certaines situations de violence, donner un sens à ce qu'elle vit. Donc, l'arrivée souvent en maison d'hébergement, donner un sens à ça. Bien, ça, c'est vu comme de l'aliénation parentale, alors qu'elle parle de la situation que la famille se trouve. C'est vu comme de l'aliénation parentale, c'est vu comme du dénigrement. Et ça, que ce soit lors de la séparation ou en post-séparation, c'est vu comme ça. Alors ça, c'est souvent ce qui est qui amène beaucoup de sentiments d'injustice, sentiments d'impuissance. On le voit vraiment, là, la situation est vue à travers des lunettes complètement différentes. Bien, je vais essayer de ne pas répéter parce que ce que je me rends compte au cours de la journée, c'est que c'est pas mal pareil. Ce que j'entends comme Isabelle, quand tu nommes qu'en premier, ça vient de la DPJ, ensuite du conjoint, ensuite du milieu judiciaire, c'est comme ça aussi. Dans la Naudière, nous autres, c'est vraiment un enjeu. Au début, il y a beaucoup d'aliénation fait du père envers la mère aussi en partant. Puis souvent, ça se revire contre la mère parce que il y a des femmes qui ont voulu protéger l'image du conjoint, donc elles n'ont pas beaucoup parlé avec les enfants, ils ont caché beaucoup de choses, donc les enfants, ils sont comme pas au courant vraiment de ce qui se passe. Quand elles quittent le foyer, bien, ça se revire contre elles, effectivement. Fait que moi, tantôt, je regardais les comportements aliénants, puis je me disais, bien, c'est ce que le conjoint violent fait contre la mère. OK, il surveille les téléphones. Bon, OK. Ensuite, en ce qui entrait aux institutions, bien, effectivement, comme disent mes collègues, bien, on a beaucoup tendance à discréditer la parole des mères. Puis on va dire à la femme qu'elle doit quitter à tout prix pour la sécurité des enfants. Elle doit quitter monsieur. Puis quand celle-ci n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de ses enfants parce qu'elle n'est plus là, elle a peur pour ses enfants, elle n'est plus là pour les protéger. Bien là, on va commencer à parler, ben oui, mais monsieur doit revoir ses enfants. Et là, on va commencer... Nous, comme mes collègues, on ne dit pas le mot aliénation parentale, c'est plutôt conflit sévère de séparation, mais c'est comme une épée qu'elle a au-dessus de la tête. Donc, ça se passe beaucoup comme ça. Les mères sont très mal vues si elles refusent de suivre les recommandations de la DPJ. Exemple, aller en médiation, travailler sur le conflit de séparation, faire des rencontres sur les plans d'intervention en présence de monsieur, être sur le comité d'orientation encore en présence de monsieur. Les femmes se font dire de mettre de l'eau dans le vin. Madame, arrêtez de parler de violence conjugale. Elle se voit beaucoup accusée d'être non coopérative. Elle met des bâtons dans les roues de monsieur. On va croire aux droits des pères à tout prix. On prend beaucoup pour acquis que quand la conjointe a quitté le domicile, la violence s'arrête. On a beau en parler, mais je pense que c'est un concept qu'ils ne comprennent pas, j'imagine. Puis moi, j'ai même déjà entendu dire, par une intervenante de la DPJ, bien, madame, vous savez, c'est normal de dépasser les bornes. Monsieur est triste, monsieur est en colère. Il faut essayer de comprendre. Puis de la DPJ et d'avocate aussi. Une autre aussi, celle-là, je tiens absolument à l'amener. J'étais encore en accompagnement à la protection de la jeunesse. Et une intervenante qui dit à la dame, « Moi, madame, mon but, c'est qu'un jour, vous puissiez, vous et le père de vos enfants, vous asseoir face à face pour le bien de vos enfants. » Puis là, la femme a eu le courage de nommer, « Écoutez, je suis victime de violence conjugale, je ne peux pas m'asseoir avec cet homme-là, ça ne s'arrête pas. »
et que l'intervenante lui a dit, bien, madame, vous ne pourrez pas toujours vous asseoir sur votre vécu de violence conjugale. Et ça, je vous jure que je l'ai entendu. On tient beaucoup les femmes responsables qui dénoncent des événements ou des comportements passés. On va leur dire, bien, pourquoi vous le dites maintenant? Pourquoi vous ne les avez pas dit maintenant, avant? Fait que finalement, ça passe sur le dos de la vengeance. Les avocats chez nous, je ne sais pas chez vous les filles, mais ils ne sont pas chauds à plaider la violence conjugale non plus. On va au plus simple, on va au plus rapide. Puis je sais que ce n'est pas le dossier d'aujourd'hui, mais surtout à l'aide juridique, c'est pas payant un dossier. Je ne parle pas de tous les avocats, mais je l'ai entendu. Ce n'est pas très payant un dossier d'aide juridique comme ça. Il y a des femmes qui se font questionner à l'effet que maintenant, elle n'accepte plus une chose alors qu'elle l'a tolérée tout au long de leur relation. On a donc, en tout cas, on a souvent une mauvaise mère qui s'attaque au père, voulant le priver de ses enfants. C'est beaucoup ce qu'on entend chez nous. OK. Donc, on voit que ça confirme un peu ce qu'on a entendu tout au long de la journée. Donc, peut-être la prochaine question que je vous poserais, c'est, bon, on sait maintenant un peu les grandes tendances, on voit qu'il y a un déni, qu'il y a une méconnaissance de la violence post-séparation, tout ça. Est-ce que vous remarquez des enjeux spécifiques dans vos régions en particulier, que ce soit des professionnels qui l'utilisent particulièrement ou des choses que vous pensez qui sont particuliers dans vos régions? Pas vraiment? Non. Ben, Non? Moi non plus, j'avais écrit des choses, puis je me rends compte que finalement, je pense que c'est tout ça. Là. OK. Bien, il y a peut-être une chose que j'aimerais rajouter. Je ne sais pas, nous autres, on n'a pas de maison pour superviser les droits de visite ou ces choses-là. Donc, chez nous, il n'y a pas beaucoup de supervisions qui sont imposées par les juges. Et puis, s'il y a des supervisions, bien, exemple, 1-2 supervisions, puis après, c'est devenu correct. Là, c'est devenu, comme exemple, dans le moment, on a une femme en maison d'hébergement. On lui a demandé de quitter parce qu'il y avait de la violence envers ses enfants. Monsieur a eu 1 ou 2 visites supervisées, puis là, il a les droits, les fins de semaine, d'avoir ses enfants. Fait que je sais pas, ça ressemble à ça chez nous. Y en a-t-il d'autres qui vivent ça dans leur région? Pas nécessairement. Ben, oui, c'est difficile. La supervision de droit d'accès, c'est pas simple. Mais peut-être qu'à Montréal, on pourrait quand même ajouter toute la notion ethnoculturelle qui fait que c'est quand même une femme qui se fait accuser d'aliénation parentale, c'est déjà pas simple en soi à gérer. Quand en plus, il y a des problèmes au niveau d'interprétariat, elle a donc des oppressions qui s'accumulent à travers ça c'est sûr. Et il y a le contexte aussi culturel, l'aliénation parentale, comment on l'aperçoit, comment c'est perçu dans chacune des cultures, ça complexifie les choses. Oui, c'est vrai. Moi, je rajouterais, dans le fond, là, quand je pense à enjeux spécifiques, ça vient de me venir en tête. En fait, je vais le dire là, parce que je ne sais pas si ça va s'apprêter à cette question-là ou plus ailleurs, mais qu'est-ce qu'on a déjà vu chez nous? Bien, dans notre maison, c'est de se faire dire que comme intervenante en maison d'hébergement, on alimentait l'aliénation parentale que madame faisait envers ses enfants. Donc, notre ressource pour être en aide auprès de cette femme-là et de ces enfants-là, ben devenait carrément inutile parce qu'est-ce qui était nommé, c'est qu'on alimentait madame et les enfants. Fait que les enfants ne voulaient plus parler, la mère ne voulait plus parler. Il y avait vraiment un contexte qui était horrible, là. Toujours par la menace de madame qui utilise peut-être ou pas l'aliénation parentale, jamais vraiment nommé, mais ça devient un enjeu, je pense, qu'on a vu, je te dirais, une fois spécifique, mais à plusieurs reprises, là, ça se ressent. OK. Y en a-t-il d'autres sur le panel qui ont entendu ces choses-là? J'entends des réactions dans la salle, là. Non? Oui, c'est quelque chose qui a été entendu. Donc, que les maisons ou que les intervenantes participent au processus d'aliénation, entre guillemets. Okay. On est aussi, juste pour les préjugés... Est-ce qu'on m'entend? On est comme...
Je m'entends pas. Oui. J'allais mettre ça ailleurs là, dans la discussion, mais je pense que ça peut arriver dans toutes les maisons. Le préjugé que ces conjoints-là et leurs avocats et d'autres intervenants vont utiliser que les maisons d'hébergement sont un endroit instable, insalubre. Il y a des avocats qui s'étaient fait un gros plaisir à dire que c'était une piquerie, que c'était sale. Mais là, on était à Laval et la juge elle a corrigé l'avocat. Elle a dit « Ah, vous êtes déjà allé? » Puis après, elle l'a fait taire assez vite. Je ne sais pas si ça serait arrivé à Montréal. Fait que c'est anecdotique, là. Je ne veux pas faire de statistiques avec ça, mais il y a quand même des personnes, les mêmes personnes qui sont portées à surutiliser le concept d'aliénation vont aussi être portées à décrédibiliser le travail qu'on fait en maison. C'est vrai. Est-ce que vous percevez des contextes qui seraient peut-être plus propices aux accusations, aux menaces d'accusation d'aliénation parentale? Donc, en fait, ma question, c'est, selon vous, est-ce que vous remarquez des éléments qui font en sorte qu'une femme a plus de chances d'être accusée ou d'être menacée d'accuser d'aliénation parentale? Ce serait quoi les facteurs là, qui pourraient expliquer que certaines femmes sont plus ciblées que d'autres, par exemple? Je peux y aller? Bien, nous, ce qu'on a remarqué chez nous, c'est une femme qui va défendre son enfant. C'est déjà, elle est suspecte. Une femme qui va signaler des abus, des choses comme ça, est aussi suspecte. La femme qui n'est pas assez conciliante, raisonnable. Les femmes, tu parlais tantôt de d'autres cultures aussi. Hein, c'est beaucoup ça. Bon, la femme qui n'est pas soumise. La mauvaise candidate, celle qui va parler plus fort, celle qui va déranger, celle qui va questionner. C'est des femmes... même nous autres, des fois, on fait « Hi! » Tu sais, on sait, on la connaît, elle a raison, mais on sait un peu ce que ça va donner quand elle va faire ses rencontres. Ça va un peu dans le même sens. C'est sûr que, comme femme, on ne part pas tout égal. Et les victimes qui sont plus atypiques, les victimes qui vont être plus insoumises, plus proactives, qui vont être vraiment prêtes à se défendre et qui vont, des fois aussi, au niveau des habiletés sociales, vont en avoir un peu ras-le-bol et puis ça sort un peu n'importe comment. Qui ne se définissent pas non plus toujours comme victimes, qui ne veulent pas se définir comme victimes. Ça arrive souvent aussi. Alors, tous ces comportements-là vont être réinterprétés, un peu quand on parlait tantôt du double standard, ça va être réinterprété. Ça va être vu comme hystérique, comme paranoïaque, comme qui exagère, qui est vraiment dans un besoin très grand de vengeance. Alors, tout ça, c'est sûr que ça alimente beaucoup tous les stéréotypes là, que les femmes supportent, je dirais. Je rajouterais, dans le fond, pour ne pas répéter, mais c'est ça, toute femme qui ne se conforme pas, dans le fond, aux valeurs véhiculées par la société, déjà là, c'est déjà... Puis, un autre petit point aussi, dans le fond, les femmes qui vont mettre vraiment en premier plan son sentiment de sécurité et celle de ses enfants. C'est comme si ça ne pouvait pas exister qu'il y ait un danger de sécurité. Fait que déjà là, c'est questionné, c'est douté, c'est remis en question. Fait que c'est souvent ces femmes-là qu'on voit qui sont pointées. Est-ce qu'il y avait autre chose? Tout ça. Peut-être juste un petit mot sur le type de conjoint, le père là-dedans. L'écho qu'on a souvent, puis quand on le voit, quand c'est à la Cour supérieure, on ne l'entend pas parler, on le lit à travers ses affidavits, mais il va être quelqu'un, on a parlé ce midi justement, quelqu'un qui a un talent de persuasion, qui paraît bien, qui est en moyen, tout ça. Il y a quelque chose dans notre système qui aide à ce que ce jeu-là continue. Si ce n'est pas à la DPJ, admettons que c'est à la Cour supérieure, c'est qu'à chaque audience, en intérimaire, c'est un juge différent. Fait qu'à chaque fois, monsieur a l'occasion de séduire à nouveau la juge ou le juge. Donc, en général, on a les échos de ce type de conjoint-là. OK.
Bien, ça va un peu à l'inverse. Hein? On a le stéréotype de la bonne victime, de la victime atypique, mais là, on a aussi, quand ça ne rentre pas dans le stéréotype du batteur de femmes, entre guillemets, je le dis sous toute réserve, là, ils sont capables de charmer et de manipuler. Intéressant. Bien, en fait, avec tout ce que vous constatez, les problèmes, et avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous parler de façon plus spécifique sur les conséquences que ça peut avoir sur des femmes? Donc, si les femmes victimes de violences conjugales que vous voyez dans vos maisons, qui sont accusées ou menacées d'être accusées d'aliénation parentale, quelles sortes de conséquences qu'on peut voir chez ces femmes-là? Ah, je vais y aller. Bien, on a comme une liste. C'est des femmes qui viennent, qui ont peur de dénoncer. Elle va marcher sur des œufs parce qu'elle n'est pas certaine. Elles sont revictimisées par les institutions. Puis le message de l'agresseur va se confirmer. On ne te croirait pas. Si tu pars, je t'enlève les enfants, je vais demander la garde, tu n'auras pas de pension, personne ne va te croire. Bon. Elle va douter d'elle, de sa perception, parce qu'elle, en dedans d'elle, elle sait qu'il ne changera pas puis qu'elle a peur, mais en même temps, elle entend des messages autres, fait qu'elle doute d'elle. Ça devient plus difficile pour elle de se mobiliser. Puis les enfants, là-dedans, ils deviennent ambivalents parce que ça s'étire, ça devient un peu comme une guerre. Elles doivent mettre beaucoup d'énergie pour se séparer, puis il y a aussi beaucoup d'énergie après la séparation. Sont mises en danger parce qu'on ne tient pas compte de la violence après la séparation. C'est un peu ça que tu disais. Les femmes perdent confiance au système, puis j'avoue que nous aussi, comme intervenantes, ça nous arrive qu'on perd confiance au système. On défend les conjoints violents en accusant les victimes d'aliénation. Puis, on ne reconnaît pas son besoin de protéger des enfants, ses peurs, ses appréhensions, c'est pas reconnu. En gros, c'est un peu ce qu'en équipe, on a fait ressortir, nous, chez nous. C'est sûr que ça va dans le même sens. Les femmes nous parlent beaucoup de leur sentiment d'injustice, leur sentiment d'impuissance, la confusion que tout ça amène, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Ce qui nous ressort beaucoup, c'est le sentiment de peu importe ce que je vais faire, je vais avoir tort. C'est pas moi qui va avoir le bon scénario. Et un sentiment aussi d'être jamais reconnu dans les stratégies qu'elles prennent pour être protégeantes. Donc, peu importe si c'est volontaire leur arrivée en maison d'hébergement ou que c'est imposé par la protection de la jeunesse, peu importe, ça va effectivement, en bout de ligne, se retourner contre elles. Ça va être quand même un milieu instable pour l'enfant. Donc, elles se sentent toujours dans des scénarios où elles ne sont jamais gagnantes là-dedans. Et c'est sûr que ça amène, je pense, tu l'as nommé, de la méfiance. Puis de la méfiance qui devient un peu généralisée, même avec nous en maison qui pouvons être des alliés. Au départ, ça peut amener de la méfiance. Mm-hmm. Je ne saurais pas vraiment quoi d'autre là, ajouter à tous ces éléments-là. C'est effectivement la même réflexion qu'on a eue en maison. Il y a peut-être la seule chose qui me vient en tête, si je pense à une femme en particulier, une conséquence, dans le fond, c'est un peu le deuil, le deuil de ses enfants, dans le fond, parce qu'elle a perdu la garde. Ça en est devenu à des visites supervisées, mais la relation est plus la même, ne pourra jamais être la même selon ce qu'elle nous nomme. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle ressent, c'est vraiment un deuil de ses enfants. Avais-tu quelque chose? Oui, on avait des échos des femmes qui ont passé par l'escale et par l'autre escale, qui, tu sais, tantôt ce matin, Pierre et Gwenola ont parlé des stratégies de l'agresseur. Donc, on voit que c'est quand une femme est menacée d'être accusée d'aliénation, ça ne vient pas tout seul. Elle est aussi en démarche à la Cour supérieure en même temps qu'avec la DPJ, parce que même si c'est bien traité à la Cour supérieure, le conjoint va s'essayer 2-3 fois à signaler parce que l'enfant n'a pas voulu lui parler, par exemple, au téléphone, ou parce qu'il y a des nouveaux faits, ou l'enfant a nommé des choses à son professeur, ou bon.
Fait qu'elles sont extrêmement sollicitées à toujours se justifier. Et oui, ça entraîne une perte de confiance dans le système. Elles ne savent plus non plus comment parler. Bon, je ne vais pas répéter, mais où je veux en venir, c'est que c'est aussi leurs avocates qui vont être exténuées parce que l'agresseur, avec sa stratégie de menacer avec ça, il va aussi menacer l'avocate. Ça nous arrive dans certains dossiers, l'intimider ou carrément porter plainte contre elle pour X raisons qu'il va créer. Tout ça se passe après l'hébergement. Fait que s'il n'y a pas de service post-hébergement pour cette femme-là, elle va se retrouver complètement isolée. Et, par exemple, nous, on a certains de ces dossiers-là en post-hébergement, mais c'est une charge de plus. Mais on fait le choix d'accompagner proactivement ces femmes-là. Mais si on devenait sans ressources ou si ça devenait qu'il y avait de plus en plus de femmes dans ces situations-là, on serait complètement en bout de souffle et peut-être que oui, elles perdraient un soutien qui est quand même important. Donc, les effets vont continuer, que la femme va être isolée et complètement dépourvue de moyens. Puis aussi, il y a certaines femmes qui avaient nommé que leur relation avec l'intervenante DPJ leur faisait revivre exactement le même cycle de violence conjugale. En fait, je vais vous poser un peu la même question, puis on pourrait peut-être commencer avec Marie-Josée. C'est quoi les conséquences que vous voyez sur les enfants dont la mère est accusée ou menacée d'être accusée d'aliénation parentale? En fait, les conséquences sur les enfants, qu'est-ce qui avait ressorti, nous autres, c'était vraiment tout, dans le fond, les liens significatifs avec la mère, donc la relation mère-enfant. On voit que c'est ça. Est-ce que si je dis ça à maman, ça va lui nuire? Est-ce que je peux lui dire, oh non, si je lui dis, qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence? Fait que vraiment, la relation mère-enfant, c'est là que nous, on voit qu'il y a comme les plus grosses conséquences. Même, je te dirais, si je pousse un peu, il y a quasiment une distorsion dans la réalité de l'enfant parce que c'est un mécanisme de protection, dans le fond, qui s'offre à lui-même. Mais je trouve que des fois, il ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit. Là, il se retrouve souvent comme en conflit, dans le fond, en conflit avec lui-même, en conflit juste par les propos qu'il dit, mais qu'il ne dit pas. Fait que, puis, une responsabilisation. Souvent, l'enfant va se retrouver à prendre la responsabilisation de la violence, dans le fond, sur ses épaules. Je vais m'arrêter là pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui ressort des autres maisons, mais en gros, c'est ça qu'on a ressorti. Il y en a plein d'autres, là, mais... Je peux continuer. Bon, c'est sûr qu'on voit un peu les mêmes choses au niveau de l'ambivalence, le sentiment de sécurité qui peut être touché chez l'enfant, de la confusion. Mais ce qui nous frappait le plus de notre côté, c'était que le droit de l'enfant à avoir ses propres sentiments, ses propres analyses, sa propre compréhension de la situation, c'est comme si ça, c'est pas reconnu. Socialement, c'est comme si l'enfant est toujours influencé. Et pour les enfants avec lesquels on travaille, souvent, ils vont avoir vraiment une compréhension de la situation. Ils vont vraiment avoir une opinion sur ce qui se passe et ça leur est assez propre à eux. Et l'enfant qui est critique face au père, c'est comme si socialement, c'est pas acceptable. L'enfant qui dirait même ben je l'aime pas, mon père, je veux pas être en contact avec lui, c'est pas accepté socialement que ça vient de lui. Il est automatiquement aliéné à travers ça. Alors, ça laisse pas beaucoup de place à l'enfant qui vit ce sentiment-là. Alors, souvent, en maison d'hébergement, c'est à peu près le seul endroit où il peut le verbaliser. Ça, il va être accepté là-dedans. Et en même temps aussi, cet enfant-là va souvent avoir besoin de pouvoir le dire à une autre personne que sa mère parce qu'il la sent déjà dépassée dans la situation. Alors, c'est là que ça devient important, mais à ce moment-là, dès que ça touche la relation mère-enfant,
bien là, il y a des automatismes qui se créent. C'est automatiquement de l'aliénation qui est faite auprès de l'enfant. C'est plus ça qu'on voit. Bien, sur les conséquences chez les enfants, ce que ça l'amenait, ils vont continuer à vivre la violence. Ils vont être plus enclins aussi à vivre un conflit de loyauté parce que tout le monde est ambivalent, personne ne prend position. L'aliénation parentale, ça maintient le conjoint dans la violence. Il va continuer sa destruction, puis les impacts de la violence chez les enfants vont se continuer. L'enfant peut en venir en vouloir à sa mère de ne pas avoir été capable de le protéger. Puis des fois, les mamans, ils vont dire « Oui, tu vois, ça va bien aller, on va s'en sortir. » Puis l'enfant va dire « Moi, j'ai déjà été témoin, je ne veux pas aller chez papa. » Puis finalement, il est obligé d'aller chez papa. Fait qu'il en veut à ma mère de ça. « Tu n'as pas été capable de me garder avec toi. » Ça l'amène à vivre de l'incompréhension, de la colère, de l'insécurité. Je répète qu'il reste dans la violence, puis si le père se refait une autre vie avec une autre conjointe, bien, on va recontinuer à vivre ça dans cette famille-là. Quand on accuse la mère de vouloir aliéner le père, c'est comme si on ne reconnaissait pas le vécu de violence chez l'enfant. On peut le mettre en danger physiquement, psychologiquement, les filles l'ont nommé tantôt. La séparation du couple, ça ne fait pas en sorte que le père va favoriser des rapports égalitaires avec sa prochaine conjointe ou avec la maman à date. L'enfant va continuer avec un père abusif. Puis, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis dit, oui, c'est bien beau, le droit du père à voir son enfant, mais le droit de l'enfant à vivre dans un milieu sécuritaire, il est où, lui? Fait que j'ai l'impression, des fois, que le droit du parent à voir son enfant, il va primer sur la sécurité de l'enfant beaucoup. L'enfant va continuer à être un objet de manipulation. Il va être il va avoir le rôle d'espion, il va avoir le rôle il va même faire de la médiation, il peut devenir l'allié du père. Puis une intervenante, j'ai dit, ouais, ça c'est l'image est bonne. Elle me dit, tu sais, Clémence, l'enfant, il devient comme le trophée. OK, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui l'ai eu. Fait que l'enfant, il est le trophée, il est la chose à gagner là-dedans. C'est un peu l'image que nous, on voyait. Bien, vous y avez touché un peu, mais est-ce que vous pourriez nous parler plus spécifiquement des impacts sur la relation mère-enfant? Donc, qu'est-ce que vous voyez là, dans la relation entre une mère et son enfant quand une mère est accusée ou menacée, encore une fois, d'être accusée d'aliénation parentale? J'ai fait exprès. Parce que, selon nous, puis ce qu'on observe, c'est que dans tout ça, là, le plus grave, c'est les conséquences sur la relation mère-enfant. C'est le sentiment de culpabilité qui va habiter la mère jusqu'à sa mort. Mais c'est aussi là qu'on devrait concentrer le plus possible nos interventions. On pense que c'est juste... Tu sais, quand tu passes toute une journée, tu as travaillé pendant 2 semaines à faire les plus belles requêtes du monde avec une avocate super qualifiée, sensibilisée. On a tout ce qu'il faut, mais quand même, le juge décide de rien changer. Puis, bon, j'épargne les détails, mais quand tu passes ton temps à juste devoir démontrer que tu n'es pas une mère aliénante, on passe à côté de tout ce qu'on devrait faire quand on pense à des bonnes capacités parentales et à l'intérêt de l'enfant, comme nous, on le voit. Donc, après tout ça, après des défaites et tout ça, la seule chose, le seul espoir qu'on peut amener à ces femmes-là, c'est le travail dans la relation mère-enfant pour qu'il y ait quelque chose comme imperméable à ce que le père va faire comme comportement aliénant, finalement, et que l'enfant grandisse. Donc, c'est le seul levier, là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais même quand on a des super conditions, on arrive quand même devant un juge ou un intervenant qui ne considérera pas les impacts de la violence sur l'enfant ni de la violence post-séparation. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait développer de plus en plus des choses comme ça. Je sais qu'il existe des choses aux États-Unis, mais malheureusement, au Québec, on dirait qu'on est vraiment en retard par rapport à ça. Il y a d'autres choses, mais je vais laisser les autres parler. Est-ce qu'il faudrait rajouter quelque chose sur les conséquences sur la relation mère-enfant?
Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est les mères qui ont une grande peur d'expliquer la situation à leurs enfants, d'expliquer le contexte, d'expliquer pourquoi tous ces changements-là, qu'on a expliqué tout à l'heure au niveau d'être accusé d'aliénation parentale, ce qui fait que ça amène entre ce qu'elle considère comme étant le meilleur intérêt de l'enfant, qui est d'être protégé, d'être en sécurité, d'être dans la relation avec elle, et le meilleur intérêt de l'enfant, comme c'est considéré socialement, qui est maintenant la garde partagée, qui est l'accès aux deux parents. Ça, c'est sûr que ça joue de façon importante sur la relation mère-enfant. Et ça a été entendu beaucoup aujourd'hui, mais le meilleur intérêt de l'enfant, c'est tellement pas ça qui est en ligne de compte, mais c'est vraiment le droit à l'enfant. Et ce que tu amenais tout à l'heure, Clémence, c'est l'aspect aussi que l'enfant devient un enjeu dans la relation de violence. Dans ces situations-là qu'on décrit depuis le début, comment est-ce que ça complexifie votre travail? Qu'est-ce qui est différent dans ces situations-là comparativement à d'autres situations, par exemple, quand vous faites de l'aiguillage, des suivis, de l'intervention? Qu'est-ce qui caractérise ces situations-là? On peut peut-être commencer par Daniel, parce que tu n'as pas encore commencé. OK. Ce qui complexifie beaucoup, je dirais qu'avant l'aliénation parentale, c'est tout simplement la reconnaissance de la violence conjugale. Parce qu'on en est encore très, très, très loin et on est dans une banalisation, on est dans la notion de conflit sévère, de séparation. Et ça, déjà, là, c'est ça qui complexifie principalement le travail. Les doubles standards, ça complexifie le travail. Parce que devant les intervenants, quand même, qu'on veut essayer de soutenir la femme dans ses relations, soit au niveau juridique, soit au niveau des intervenants de la protection de la jeunesse, les doubles standards sont tellement présents que ça complexifie énormément. Ce que ça crée chez la mère, quand on parlait de méfiance généralisée, mais c'est sûr que le lien de confiance devient beaucoup plus dur à créer. Et ça peut amener même au niveau du travail des intervenants de jeunesse, des mères qui sont méfiantes à ce que leurs enfants se confient, que leurs enfants aient accès à ça, avoir un lieu juste pour verbaliser tout ce qu'elles vivent. Alors, ça complexifie aussi le travail. Je peux peut-être rajouter, dans le fond, effectivement, tu sais, côté volet jeunesse, moi, je suis responsable du volet jeunesse à ma maison. Puis, il y a le côté méfiance, mais je te dirais, il y a aussi le côté fais quelque chose. Tu sais, genre la baguette magique. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment le OK, attends un peu, là, on va commencer du début. Puis, tu sais, je suis pas magicienne, on va y aller comme avec qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qui est possible de faire. Fait qu'il y a souvent ce côté-là de quasiment comme prends mon magique. enfant puis sors de la magie, là, tu sais. Puis l'autre chose que j'avais soulevée aussi, c'est quand même la perte de temps considérable à devoir défaire le concept d'aliénation parentale. Parce que souvent, c'est ça, il arrive, tu sais, à grands chevaux, ce concept-là. Puis là, nous, on fait « wow, stop ». Mais ça ne l'a jamais. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui font ce stop-là. Fait que c'est du temps, ça demande de l'énergie. Pendant qu'on met notre énergie à défaire ce concept-là, bien, on n'est pas dans l'énergie pour la défense des droits, principal côté violence conjugale. Fait que tout ça, moi, je trouve que ça devient conflictuel, là, ça devient une problématique, là. Puis c'est ça, ça l'engendre un peu, comme tu disais, Alexandra, sur les services externes. Est-ce qu'on a, dans le fond, les moyens, les subventions, le personnel pour pouvoir développer côté externe? Si oui, good, mais sinon, c'est ça, c'est toujours un enjeu. Par rapport à ce climat-là de menaces, d'accusations, d'aliénation, je suis pas très vieille, là, mais quand j'avais, dans mes débuts à l'Escale, quand je faisais une demande d'hébergement, il fallait évaluer c'est de la violence conjugale ou c'est autre chose. Bon, c'est ça. Est-ce que, on parle du fonctionnement de la maison. Est-ce qu'elle est dans le périmètre de sécurité? OK, on l'accepte. C'est juste ça.
de nos jours, avec les expériences qu'on a aussi, je pense que dès le moment qu'on doit faire la cueillette de données, on doit comme évaluer le potentiel de monsieur d'accusé d'aliénation ou les facteurs que madame est peut-être à risque d'avoir l'air aliénante. Et l'entourage, les moyens de chacun pour avocat, tout ça. Donc, déjà, au moment de l'évaluation, il faut évaluer, en tout cas dans ma tête, est-ce qu'il va y avoir une forme de ce qu'on appelle custody stalking? Parce que là, il va falloir qu'on agisse vraiment vite. Et c'est bien plate, mais le lien thérapeutique, il va se faire pendant même que dès qu'elle va arriver, on va lui dire que non, tu n'auras pas la garde complète juste parce que tu as été victime de violence et que l'enfant a été témoin, c'est pas suffisant. Donc, c'est une job vraiment pas facile à faire, mais on doit recadrer les attentes de la femme dès qu'on parle de démarche de demande de garde d'enfant. Donc ça affecte beaucoup le travail. Et dans notre idéal, c'est pas ça qu'on voudrait faire en premier. On voudrait prendre le temps que tout le monde prenne un souffle, que l'enfant se ressaisisse, tout ça. Et on a des changements d'école à faire. Mais même là, il faudra faire attention parce que si le père va demander des accès et il va parler de son autorité parentale, ça peut être extrêmement nuisible pour la mère qu'elle ait fait ce choix-là unilatéral. Donc, nos premières décisions vont avoir un impact jusqu'au procès. Et je parle de changement d'école, mais il y a aussi... la femme est partie sans aviser monsieur, il s'est inquiété, il a appelé la police, il a pensé qu'elle allait sortir du pays. Évidemment que non, là. Mais même nos protocoles qu'on a à Montréal en matière de disparition sont encore questionnés. Fait que ce climat-là vient pas tout seul. Ça vient avec beaucoup d'autres enjeux qui reviennent à occulter la violence masculine. Ça ajoute vraiment une lourdeur à votre travail là, ouais. de ce qu'on comprend à différents niveaux. Clémence, est-ce que tu avais un ajout à ça? Bien, moi, ce que je veux rajouter, c'est que quand on fait des accompagnements, on doit être plus stratégique. Tu sais, t'es pas à « OK, je vais la soutenir ». Oui, on est là, mais en même temps, j'ai l'impression des fois, on est obligé de rester sur nos gardes parce qu'on reçoit des commentaires. Tu fais... Puis en même temps, c'est OK, est-ce que je parle devant la femme? Qu'est-ce que je fais? Parce que les femmes, ils n'osent pas toujours parler. Fait que on ne veut pas brusquer, on ne veut pas que ça se retourne contre les femmes. Puis, je répète, on doit être plus stratégique. Je ne sais pas vous autres, mais nous autres, des fois, on a l'impression qu'on est vus comme des faiseuses de troubles. On est naïfs, j'ai entendu ça la semaine passée. La femme se sert de votre maison, on est naïfs dans ce qu'elle nous dit. Nous autres aussi, on fait plus d'accompagnement avec les femmes. Moi, si une femme va toute seule en DPJ, je me sens pas bien. Puis, ma superviseure est là, mais à un moment donné, dans une réunion, moi, je me sentais un peu comme pas bien. Puis, finalement, ce qu'on a décortiqué, c'est qu'on devient presque aussi victimisé que les femmes à vivre ça. On a peur de ce qu'on va dire, on fait attention, on marche des œufs, des fois on paralyse. Fait que le danger, c'est d'être aussi victimisé qu'elle. Puis aussi, ce qui est devenu difficile, puis je pense que je suis pas la seule, c'est presque devenu souffrant des fois d'être sur des tables de concertation où c'est pas juste des groupes de femmes. Parce que, puis c'est plate de dire ça, mais... tu sais, même, on donne des formations, nous, en maison, par notre CIS, on a cette chance-là. Puis, à un moment donné, celle que moi, je donne, c'est sur l'impact de la violence chez les enfants. Puis, comme commentaire dans mon évaluation, c'est que c'était trop féministe, notre formation. Fait que moi, j'ai dit merci, sauf que j'ai pas l'impression, tu sais, être féministe, c'est de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, mais quand tu reçois ça comme point à travailler, c'est questionnant. Wow. J'ai-tu d'autres choses? Je pense que j'ai tout... ça suit mes collègues. Oui. En fait, la dernière question qui va aussi permettre d'ouvrir la discussion qu'on va avoir, parce que là, on va terminer sur quelque chose de positif quand même, après avoir entendu tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, là, qui est extrêmement révoltant.
c'est quoi? Est-ce que vous avez développé des stratégies, soit dans vos maisons, soit dans vos régions, pour faire face à ce phénomène-là? Bien, je peux peut-être parler. Dans le fond, v'là 1 an, quasiment jour pour jour, on a mis en place, dans le fond, initié par notre maison, une journée de rapprochement avec la protection de la jeunesse. On était environ une 60aine, donc il y avait une majorité des intervenantes de la protection de la jeunesse. Et quand on est 7 maisons d'hébergement en région, en Outaouais, fait que le reste, dans le fond, c'était des intervenantes de la région, des maisons. Fait que dans le fond, cette journée-là, c'était vraiment pour adresser tous les écarts de collaboration qu'on pouvait avoir, c'est ça, avec la protection de la jeunesse, entre autres, l'aliénation parentale qui était tout le temps ramenée, dans le fond, comme dans leurs propos. Fait qu'on a vraiment adressé plusieurs choses, mais dont ce point-là. C'était vraiment, le but, c'était d'en ressortir des moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle stratégie on peut mettre ensemble? Parce qu'il y a une collaboration qui est essentielle. Tu sais, les femmes qui viennent en maison d'hébergement, la majorité qui ont des enfants, pas la majorité, mais une grande partie qui ont des enfants, la DPJ est impliquée. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment essayer de solidifier, d'avoir un langage commun? Fait que je te dirais que suite à cette journée-là, c'était super rafraîchissant. On a, dans le fond, développé un comité violence pour la jeunesse, dans le fond. J'en fais partie aussi. C'est quand même à ses débuts, là, je te dirais. C'est pas toujours facile. Je te dirais même que c'est confrontant parce que sur ce comité-là, on se retrouve, c'est ça, à devoir remettre, dans le fond, les droits des femmes et des enfants au centre, quand que souvent, c'est comme... Pour moi, c'est super évident, mais coudonc, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Mm-hmm. Mais l'idée du comité, c'est ça, c'est qu'on puisse adresser des situations problématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels moyens? Quelles personnes on peut utiliser pour faire des changements? Fait que ça, c'est une stratégie que nous, en Outaouais, on a mis en place. Puis c'est ça, on est dans le... On n'a pas vu encore nécessairement de résultats, mais c'est là. Autre chose dans vos régions ou dans vos maisons? Nous autres, c'est ça. On a tenté de créer plus d'alliances, effectivement, avec la DPJ. Les formations qu'on a données, ça nous a aidés. Même si ça n'a pas rapport avec les enfants, on a mis sur pied le projet Alerte, qui est un projet, là, je vais manquer de mots, pour éviter les homicides, suicides chez les enfants. C'est comme Agir dans Laval ou ces choses-là. Puis aussi, on essaye beaucoup. Moi, je l'ai trouvé, je ne sais pas si, j'imagine que vous deviez le connaître, là, ça vient du ministère de la Justice, du gouvernement du Canada. Puis c'est un outil extraordinaire, puis on essaye aussi de beaucoup le faire connaître. Ils ont fait comme l'évaluation des besoins, un peu comme la pyramide de Maslow. Puis un dessin en bas. Fait que ça nous sert beaucoup quand on voit des partenaires. La violence conjugale au début de la pyramide, qu'est-ce qu'on peut faire? Conflit important, puis ça finit avec conflit normal. On se sert de ces schémas-là. Puis il y a un autre schéma ici qui nous aide beaucoup aussi quand on parle avec des intervenants, c'est intervention particulière en matière de garde dans les cas de violence conjugale. C'est comme une autoroute, OK? Où tu t'en vas tout droit, conflit normal, puis ensuite ça dévie, conflit élevé, qu'est-ce qu'on fait, puis violence conjugale, qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que c'est des stratégies. Des fois, on amène des copies de ça sur nos tables, puis on a trouvé ça sur Internet. Tout le monde peut l'avoir, puis c'est super intéressant. Fait que c'est des stratégies qu'on a développées. OK. Nos stratégies, nous, sont peut-être plus à 3 niveaux. Un premier niveau directement avec la femme, donc miser sur la relation mère-enfant, travailler vraiment à ce niveau-là. Et puis, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, accompagner et préparer à toutes les rencontres où elles affrontent la protection de la jeunesse, entre autres, ou autre chose, mais préparer aussi pour la cour et tout ça. Donc, mais être dans l'accompagnement et la préparation. Ça, c'est vraiment au niveau de la femme. Au niveau de nos partenaires, des institutions, tout ça, il y a un rôle, je dirais,
d'éducation, de défaire un certain nombre de choses, défaire, entre autres, le concept de bon père versus conjoint violent. C'est une aberration. Démêler la confusion, violence conjugale, conflit sévère de séparation, aliénation parentale, défaire. Donc, essayer d'avoir un langage commun à travers ça. Puis, à un autre niveau, se trouver des alliances, faire des actions plus politiques au niveau de nos regroupements, nos fédérations, tout ça, avoir des projets de recherche qui étayent nos propos aussi et faire en sorte que, quand on amène quelque chose, on ait un semblant de crédibilité qui est quand même difficile à avoir actuellement. Ça revient pas mal à ce que tu dis. Nous, on y va surtout... On aimerait avoir une approche beaucoup plus globale, mais je pense qu'on veut retrouver un certain pouvoir ou capacité d'agir. Fait qu'on y va beaucoup cas par cas. Mais chaque situation va nous aider pour une prochaine situation. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Comme tantôt, je disais, c'est dès la demande d'hébergement et dans le suivi post-hébergement. Mais on lit tous les documents. On lit, mais on se met dedans. Là. Si la femme arrive avec un papier X qu'elle a signé à la DPJ, il faut connaître tous les mécanismes. Puis si on ne les connaît pas, il faut savoir où est-ce qu'ils sont écrits dans des gros trucs comme ça. Mais au moins, on a notre directrice qui a fait un exercice assez important sur les mécanismes de la DPJ, mais il faut s'outiller comme ça et il faut le partager entre intervenantes pour éviter des faux pas. Si une femme, par exemple, va signer pour bien paraître et avoir l'air collaborante, elle va signer quelque chose comme un papier qui finalement fait qu'elle reconnaît le motif de compromission de l'enfant. Ce papier-là, finalement, va dire que c'est exposition à la violence ou blablabla, mais finalement, ça va se retourner contre elle parce que c'est exposition au conflit de séparation dont elle est impliquée comme personne à risque de comportement aliénant. Donc, des fois, on n'a pas le temps de parler de ça avec elle parce qu'elle arrive, puis c'est tantôt la rencontre ou dans 2 jours, puis on n'a pas eu le temps de tout avoir les informations. Donc, il faut qu'on lise, qu'on soit à jour, qu'on ait tous les outils. Et je nommais que pour se les partager entre maisons, parce que des fois, on fait chacune nos trucs, mais il y a plus ou moins un espace pour se partager ça. Et juste un exemple d'une intervenante d'une maison qui m'avait contactée pour une situation, elle nous avait contacté, plusieurs intervenantes, et elle disait, bon, j'ai un dossier dans lequel la femme à la Cour supérieure est accusée par l'avocat de monsieur d'aliénation parentale, et là, ils veulent qu'elle subisse une évaluation psychologique. Connaissez-vous une bonne psychologue? Bon, là, si on retourne à ma première année de travail, j'aurais dit, OK, attends, je vais chercher une bonne psychologue. Mais là, je me suis dit, non, il ne faut pas embarquer là-dedans. Tu refuses. Tu dis, non, je ne vais pas la subir. Puis, le monsieur n'avait aucun document, aucune preuve, aucun motif pour alléguer ça. Donc, c'est là le travail qu'il faut faire. Fait que c'est avec les expériences qu'on vit, mais ces expériences-là, comme tantôt on disait, sont graves, mais sont peu fréquentes. Tant mieux, en tout cas, à suivre. Mais il faut se partager ce qu'on vit pour se partager nos outils.